Tout récemment, l'Observatoire des générosités a constaté une baisse continue de la générosité des Français depuis 5 ans. Bon, sauf quand l'émotion suscitée par les événements médiatisés pousse les Français à donner. Le don motivé par l'émotion aurait même progressé de 111 points cette année. Guerre en Ukraine, séisme au Maroc, menace sur la survie des Restos du Cœur. Les causes de mobilisation traduiraient un rapport émotionnel à l'information. On agit parce qu'on a été ému ou touché par un événement très médiatisé, peut-on lire sur le bilan de cette enquête. Bref, l'émotion nous attire vers ceci, nous dégoûte de cela, nous pousse à liker ceci ou à disliker cela. Voilà comment certains observateurs remarquent une évolution de ce qui nous meut depuis quelques années. À l'heure où l'individuel prime sur le collectif et où le bien-être nourrit les rayons des librairies et les réseaux sociaux, eh bien, les émotions ont-elles détrôné la raison? Question du jour avec mes deux invités dans cette émission Enquête de sens, je le rappelle, sur Radio Notre-Dame et sur les ondes d'RCF. Bonjour Eugénie Bastier, bienvenue. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes journaliste, polémiste, essayiste française, auteur donc de la toute fraîche dictature des ressentis et boum chez Plomb, dont vous avez déjà pour cet ouvrage pour lequel vous avez déjà été reçu par dans de nombreux médias. Peut-être que les auditeurs ont déjà entendu parler de cet ouvrage. Père Jean-Baptiste, bienvenue. Bonjour Père. Bonjour et bienvenue Marie-Ange, merci. Dans cette émission Enquête de sens. Vous qui êtes toujours prêtre du diocèse de Versailles, membre du Padre Blog, n'est-ce pas? Tout à fait. Et qui est également, on peut le préciser, membre de la communauté de l'Emmanuel, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Voilà qui est dit. Alors effectivement, les émotions, c'est un bien en soi. Le Seigneur nous a dotés d'émotions. Père Jean-Baptiste, bienvenue quand même, on peut le dire. C'est quand même pas une tare, les émotions. On peut commencer par dire ça me semble évident, effectivement, que les émotions sont bonnes. La question, c'est comment elles viennent, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les connaît, comment on raisonne à partir de nos émotions aussi, Ouais. comment on les met à distance, toutes des choses qui aujourd'hui sont quand même difficiles pour les personnes qu'on croise. Ça se voit dans les paroisses, ça se voit un peu partout, ça se voit Ah sur les ouais, plateaux dans de les télévision. paroisses, hein, c'est vrai que j'imaginais même pas, effectivement. La dictature des ressentis est très forte chez la dame qui fait les fleurs, par exemple. Enfin, pas dans ma paroisse, mais ça arrive dans certains endroits. L'hypersensibilité. Ouais, l'hypersensibilité, on n'a jamais vu autant ce mot. Oui. Alors, chez les petits, moi qui ai une petite de 2 ans et quelques, c'est vrai que l'hypersensibilité, on l'entend dans les couloirs de la crèche déjà. Ouais. C'est vous dire, Eugénie Bastier, effectivement. D'ailleurs, je me permets juste de corriger votre introduction. Vous m'avez qualifié de polémiste. C'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que je trouve justement qu'il est C'est chargé de... catégorisant. C'est un terme assez péjoratif. Je ne suis pas polémiste dans le sens où je ne cherche pas la polémique, mais je cherche justement à analyser de façon rationnelle les débats en cours. Alors évidemment, non, mais c'est parce que c'est un terme qui est souvent employé pour Ouais. le décrire et je trouve qu'il est chargé. Mais sur l'hypersensibilité et les sentiments, oui, c'est effectivement, on vit dans un monde où en fait, tout ce qui faisait la structure de notre débat dans nos sociétés démocratiques et rationnelles est en train de s'effondrer. Notre débat était fondé sur la raison, il est désormais fondé sur l'émotion. Il était fondé sur une certaine capacité d'abstraction, c'est-à-dire de se sortir du jeu pour essayer de réfléchir au nom d'un nous. Aujourd'hui, on est dans le culte du témoignage. Il était fondé sur l'écrit, le livre. Maintenant, il est fondé sur l'image. L'image a triomphé, Régis Debray l'explique très bien. On vit dans le règne de l'image. Il était fondé sur la longueur, il est aujourd'hui fondé sur l'extrait. Les vidéos TikTok, en moyenne, je crois que c'est 20 ou 30 secondes. Il était fondé sur la lenteur et il est fondé désormais sur l'immédiateté. Ouais. Et je crois que tout ça fait que nous avons basculé dans un nouveau monde où toutes les conditions qui permettaient ce débat qui, dans nos sociétés, enfin, en tout cas, on avait, en Occident, en tout cas, suite aux guerres de religion notamment, suite à énormément de violences qui avaient eu lieu dans nos sociétés, on s'était dit, voilà, on va inventer un système qui s'appelle la démocratie représentative et délibérative, où au lieu de se taper dessus, on va réfléchir et échanger des arguments. Et ce système-là, qui à mon avis est en train d'être détruit petit à petit par ce nouveau monde dans lequel nous rentrons, et qui est énormément lié à une structure technologique, c'est-à-dire que tout ça est aussi lié. Je pense que la technologie n'est pas neutre. Il y a le médium et le message, mais le médium aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, c'est les chaînes d'infos en continu, c'est le règne de l'image. Et tout ça rend très très difficile de retrouver cette culture du débat et de la raison. C'est presque paradoxal parce qu'on pourrait se dire que c'est robotique et donc ça
que ça éloigne le côté émotionnel, au contraire, ça le renforce. On va essayer de comprendre pourquoi. On a 52 minutes, je vous rappelle, les amis. Calmos. Bien, Jean-Baptiste, bienvenue. Vous leviez à la main. Non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Eugénie. La question, c'est qu'on a délaissé la raison spéculative et qu'on a besoin de retravailler notre rapport à la raison pratique. Qu'est-ce que c'est la raison pratique ? La raison pratique, c'est la sagesse de l'agir. Et la sagesse de l'agir, elle est une combinaison assez équilibrée entre la partie passionnelle en nous et la capacité de le mettre à distance. C'est un des cours que les séminaristes préfèrent. Je suis prof de théologie morale au séminaire de Versailles. Un cours que les séminaristes préfèrent et qui en fait leur est le plus utile, c'est le cours sur les passions, le traité des passions chez saint Thomas d'Aquin, pour justement prendre conscience et être capable de mettre à distance les passions, ces énergies en nous qu'on appelle aujourd'hui émotions. C'est assez réducteur, je pense. Les passions, en fait, elles parlent de deux choses. Elles parlent de moi par rapport au contexte, donc elles parlent de l'extérieur, mais elles parlent aussi de moi. C'est une relation, les passions. Et donc en fait, si je suis toujours en colère, si je suis toujours indigné, c'est pas seulement parce que le monde est horrible autour de moi, que tout est très méchant, qu'on est dans cette rhétorique oppresseur, opprimé. Non, c'est aussi que ça parle de moi. Qui suis-je, moi, qui me met en colère tout le temps ? De quoi ça parle en moi ? Comment je prends de la distance par rapport à ça ? Comment je m'éduque ? Et toute cette éducation, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais en réalité, si on la faisait vraiment, on aurait moins de problèmes d'irrationalité, parce qu'en réalité... Si on met les choses à distance, on est capable de les intégrer. C'est drôle parce que d'ailleurs, vous relevez presque un paradoxe. J'ai l'impression qu'il y a énormément de paradoxes dans cette histoire d'émotion. Parce que Eugénie Bastier vous dit que le sens commun, je crois que vous dites ça dans votre livre, le sens commun semble effectivement disparaître. Et en même temps, on n'a jamais parlé autant d'opprimeurs et d'oppressés. Donc c'est très curieux parce qu'il y a un curieux rapport au bien et au mal qu'on éloigne de soi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est curieux cette histoire de... dans un sens, il y a donc des méchants et des gentils, et dans un autre sens, il y a plus de bien et de mal. Oui, c'est ça. Oui, c'est très. C'est juste parce que c'est justement ce que j'ai essayé d'exprimer dans mon livre, dans ce titre de livre, La dictature des ressentis. Il y a une dimension qui est celle du ressenti, c'est-à-dire du subjectivisme absolu, du relativisme absolu, où chacun finalement se fait la jauge du bien et du mal, de la vérité, ce que je ressens est la vérité. Par exemple, je me sens homme alors que je suis née dans un sexe de femme, et bien ça devient une vérité que tout le monde est censé respecter. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr, mais qui me semble très révélateur. Et puis donc ce relativisme généralisé s'accompagne d'une très forte intolérance, ce qui est paradoxal parce qu'on pourrait se dire le relativisme, ça conduit à la tolérance de type montaignen. Montaigne disait chacun a sa vérité, puis ça nous rend très tolérants finalement. Mais au contraire, ce qu'on observe, c'est le relativisme et l'intolérance, c'est-à-dire que chacun a sa vérité, mais il ne tolère pas que celle-ci soit remise en question, remise en doute, et il ne tolère pas d'entendre une autre vérité. Comme un bébé de 2 ans, quoi. C'est genre de ça, finalement. C'est ça, il y a une grande immaturité, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs c'est cette espèce d'infantilisation, je pense, notamment d'une partie de la jeunesse occidentale, il y avait un livre qui était sorti aux États-Unis de Jonathan Haidt qui s'appelait Coddling the American Mind, qui voulait dire le chouchoutage de l'âme américaine, où il montrait que sur les campus américains, en fait, c'était le wokisme, en gros, prenait racine dans une espèce de jeunesse qui n'avait connu en fait aucune souffrance, qui était hyper chouchoutée par leurs parents, qui n'avait jamais en fait eu aucune interdiction, aucune autorité, aucune limite, et cette espèce de maternage en fait généralisé faisait que la moindre offense, la moindre remise en question devenait insupportable. En fait, c'était des gens très, très fragiles psychologiquement. La moindre frustration. La moindre frustration, exactement. Et cette incapacité à faire de la place à l'autre et à l'idée et à la vérité, enfin, à la vérité de l'autre. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une vérité, mais à l'opinion de l'autre. Et je pense que c'est très, très grave parce que ça crée des phénomènes de radicalisation, d'intolérance. Et surtout, ça ne permet pas d'accéder à la vérité parce que si chacun est enfermé dans sa subjectivité, il n'y a pas moyen d'accéder à la vérité qui se fait par la confrontation, par l'échange, par la conversation. Conversation à l'ancienne, la disputatio, etc. Mais du coup, ce que vous soulignez, Eugénie, c'est que cette question d'intolérance, c'est pas une construction, c'est-à-dire pour la personne qui se sent mal, elle se sent vraiment mal. C'est une forme d'incontinence en réalité. Je suis venu avec les notes intimes de Marie-Noël, la grande poétesse, qui dit « J'ai horreur de l'incontinence sentimentale des gens qui font tout leur cœur sous eux. Mon cœur, je n'en parle pas, je le tais ou je le chante. » C'est beau, et c'est magnifique. La pudeur.
Ouais. C'est la pudeur, c'est la réserve, donc c'est la capacité de voir venir une vague, parce qu'on est traversé par des vagues d'émotions, de colère, de tristesse, Nous sommes faits ainsi. de les intégrer, de les questionner. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça parle de l'extérieur? Est-ce que ça parle de moi? Qu'est-ce que je tais? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je chante? Et les gens qui aujourd'hui sont dans l'intolérance, en réalité, c'est qu'ils sont perpétuellement, réellement, émotionnellement agressés intérieurement, parce qu'en fait, ils n'ont pas travaillé cette capacité de réserve. Et donc, en fait, la question une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on aide les gens? Et c'est vrai que dans la paroisse où on est pas mal dans la dynamique d'accompagnement, d'écoute, il y a toute une éducation, un coaching. C'est désespérant d'une certaine manière, ou c'est fatigant, mais en fait, il faut le faire pour apprendre aux gens. À partir du moment où ils sont dans un lieu de confiance, tu es dans ta paroisse, tu sais que ici on cherche le Seigneur, que le Seigneur, voilà. Vous êtes en train de dire, vous faites du coaching je m'occupe de beaucoup d'étudiants. On en a peut-être 1000 à la paroisse. Il y en a 8 qui habitent dans une coloc. Le groupe des jeunes du mercredi soir, ils sont 500. Dans toutes les équipes, on travaille ces questions-là. Vous avez de manière pratique. C'est quoi qui les rend fous? Enfin, il y a des choses particulières. C'est pas tant quoi, des puisque situations qui les tout rend rendent un peu fou, mais la question c'est plutôt de leur dire, ok, qu'est-ce que tu ressens? Je leur pose des questions qui devraient se poser à eux-mêmes. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais au psy. Est-ce que ça parle? C'est pas vraiment le psy, parce que c'est pas aller chercher les causes profondes, c'est accompagner la croissance d'une réserve intérieure, d'une capacité. C'est quand même. C'est l'intériorité, c'est la capacité d'être intérieur. Sans parler encore de spiritualité, c'est la capacité d'être à l'intérieur de soi et de faire réflexion, qu'il y ait un miroir, qu'il y ait de la distance, qu'il y ait Moi, j'ai un déjà espace. une piste. Alors là, j'imagine que Jenny sera d'accord, mais en tout cas, le symptôme, c'est de ne pas pouvoir rester enfermé dans sa chambre. Seul, n'est-ce pas? Sur la même chose. Oui, et ça me fait penser, ce que vous me dites, me penser au livre de Stéphane Hessel, paru en 2008, je crois, qui s'appelait Indignez-vous, qui a été vendu à des millions d'exemplaires, et où il disait, en fait, à la jeunesse, indignez-vous, et il disait, peu importe votre cause. C'était une indignation intransigeante. L'indignation est bonne en soi. Et je pense que c'est une catastrophe, en réalité, parce que c'est exactement la promesse du wokisme, c'est exactement ça, c'est l'indignation intransitive, c'est-à-dire, je m'indigne, une espèce d'indignation pour l'indignation. Moi, je crois au contraire que le mot de notre temps devrait être « empêchez-vous » ou ne vous indignez pas, justement, ne vous indignez pas, prenez du recul, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, essayez de prendre de la distance. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que cette culture de l'émotion a atteint et a prospéré dans les lieux, justement, qui devaient être consacrés à la recherche de la vérité et au savoir, qui sont les universités. Sciences Po, pour commencer. Moi, vous avez été choquée parce que vous avez vécu à Sciences Po. Oui, j'ai été choquée. J'ai vu, en fait, monter ce sectarisme violent à Sciences Po, effectivement. Vous traitez tout de suite d'intello conservatrice. Ah oui, de facho. Ta pensée me fait souffrir. Ta pensée me fait souffrir, quoi. Oui, c'est ça. C'est une amie de Sciences Po qui m'a dit cette phrase. Ta pensée me fait souffrir. Et c'est vrai que ça m'a. En même temps, elle me l'a dit avec beaucoup de délicatesse. Enfin, elle a fait beaucoup de. C'était un vrai message touchant, et je pense qu'elle était sincère. Ouais. Et en même temps, ça m'a même touchée. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable d'en arriver là. Et cette phrase, ta pensée me fait souffrir, pour moi, dit toute l'époque. C'est-à-dire qu'on mélange les opinions et les souffrances. On ne peut pas mettre à distance, finalement, la dispute intellectuelle sur les arguments. Et ça vient aussi d'une chose qui est que on est dans une époque identitaire où les sujets politiques sont devenus touchent à l'intime, que ce soit la question de la sexualité, du genre, de la mort, de l'avortement, ou de la religion. C'est des choses qui touchent à l'intimité des êtres. C'est pas juste on va collectiviser les moyens de production, on va faire les 35 heures, quoi. C'est quelque chose qui touche, ce sont des débats, en fait, qui touchent à l'intime. Presque notre chair, même. Voilà, et donc ça devient, la polarisation fait que ces sujets-là, en fait, on peut pas raccrocher sa veste au vestiaire et aller boire un coup ensemble, comme si on était d'accord, et comme si, en mettant les désaccords de côté. C'est ça qui, moi, m'a beaucoup marqué dans ces dernières années, c'est à quel point on peut plus mettre ces désaccords de côté, on peut plus se retrouver autour de choses communes parce que la politique a empli toutes les sphères de l'existence, et notamment l'intime. Et alors, la question, c'est est-ce que la poule fait l'œuf ou l'œuf fait la poule? C'est-à-dire que est-ce que c'est eux qui font ça ou est-ce que c'est la société? Est-ce que ils répondent à une demande émotionnelle? Moi, après votre livre, avoir refermé le livre, je me suis posé la question. Vous y répondez pas vraiment. D'ailleurs, est-ce qu'on sait qui fait l'œuf, qui fait... Vous voyez ce que je veux dire? La poule est l'œuf de l'émotionnel. Vous avez une idée, Père Bienvenu? Ce qui est clair, et Eugénie l'a dit, c'est clairement la question des réseaux sociaux. C'est la question de la modernité, donc. De l'écosystème médiatique. De la manière dont certains, qui sont très peu nombreux, sans faire de conspirationnisme, mais imposent un rythme
Je me disais, si M. Musk voulait aller jusqu'au bout de sa démarche, lui qui est très libre d'une certaine manière, de manière assez C'est paradoxale, vrai. il pourrait très bien dire, demain je ferme Twitter. Et en fait, ça libérerait le politique d'une injonction qui vient même pas forcément du politique, des politiciens, mais qui est une espèce d'obligation, vu qu'on a ce dogme du progrès, c'est forcément mieux, on va forcément vers un mieux. En réalité, le format fait que, j'écoutais ce matin les réactions à tout ce qui s'est passé cette nuit et les votes à l'Assemblée nationale, c'est que de l'émotion, c'est ignoble. Et alors qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, mais en réalité, on est uniquement dans l'émotion. Et ça, c'est clairement impliqué par le format, par des vidéos très courtes. Au Padre Blog, on essaye, là, ces derniers temps, de transmettre des homélies. Et des homélies en 1 minute 10. Certes, c'est Waouh. court, mais en fait, on remplit quand même de sens. Et je pense que nos vidéos, elles ont beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'intelligence que 98% du reste des vidéos qui sont sur Instagram. Ça se travaille, en fait. C'est aussi, une fois que les choses sont là, comment est-ce qu'on fait pour sortir? Moi, je pense que la question, le comment, c'est la littérature. Il faut redonner des mots aux gens. Quand on n'a pas de mots, Ça, je suis d'accord. tout est violence. Si tu lis des romans, si tous les soirs, en t'endormant, tu lis des romans, même sans aller dans des choses très complexes, en réalité, tu trouves des mots pour dire tes émotions. Tu rentres dans cet Ouais. effet miroir. Les gens lisent, on dit qu'ils continuent à lire, mais en réalité, je pense qu'il faut lire plus Que les styles. et que les Bref. styles. Voilà. Est-ce Mm. que nos jeunes, moi je vois les jeunes à l'aumônerie, je suis pas sûr qu'ils lisent beaucoup. Est-ce qu'ils écoutent Frédéric Chopin? La transition. Elle vaut ce qu'elle vaut, les amis, mais c'est pas grave, je me lance. Cet extrait de l'étude opus 10, numéro 4, en do dièse mineur. Ce presto, à tout de suite. L'émotion à sa juste place. Merci Frédéric Chopin. À l'heure où nous parlons des émotions aujourd'hui, ont-elles détrôné carrément la raison? Nous posons la question à Eugénie Bastier qui a travaillé la question dans son ouvrage La dictature des ressentis, sauver la liberté de penser, qui est fraîchement paru chez Plomb. Le père Jean-Baptiste Bienvenu est également avec nous, membre du Padre Blog, prêtre à Versailles et qui a publié un livre, il y a un bout de temps déjà, Sur les dernièrement, écrans, oui. sur les écrans, mais qui date de l'année dernière, non, c'est pas si... Il y a 3 ans. Ah, pardon. Bref, toujours à retrouver dans les bonnes librairies, n'empêche, hein. Bon, voilà. La guerre aux écrans, autre sujet bien évidemment évoqué dans cette émission Quête de sens et qui fait l'objet de ce débat également, puisque la modernité suscite effectivement ces émotions, en tout cas les provoque, les incite, quoi. à Oui, mais s'exprimer. c'est d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup les paradoxes, donc je cherche toujours le paradoxe. Mais c'est vrai que quand il y a eu l'avènement d'Internet dans les années 2000, on a cru que ça allait devenir d'un monde pacifié, où la connaissance serait démocratisée, où les frontières tomberaient, où la paix entre les peuples serait diffusée, etc. Et on s'est rendu compte que c'est exactement l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que plutôt que de rapprocher les peuples, en fait, Internet divise, crée des communautés à l'intérieur même des nations et tribalise en fait les sociétés démocratiques. Et on a un retour en fait du clan, de la tribu à l'intérieur même de la nation. Et parce que chacun a grâce à Internet, a son tunnel d'information, de sens, de valeur et reste enfermé là-dedans en fait. Et c'est des petits Et c'est ça. collectifs pourtant, c'est drôle parce que vous parlez de communauté, il y a quelque chose de collectif dans la communauté. Oui, ou mais pas c'est une collectivité assez pauvre en fait. Ouais. Parce que contrairement à la communauté nationale où il y a finalement une sorte de comment dire, la nation, c'est justement ce qui nous sort du clan et de la tribu, et c'est pas non plus l'universel, le grand bain déraciné de l'universel. La Des nation, communautés de ressenti. ça la voulait nation, dire. c'est une communauté d'histoire justement, et là on est juste dans des communautés de ressenti, c'est-à-dire des gens qui pensent la même chose, qui ont la même opinion. Je pense par exemple à la question du conflit israélo-palestinien. Ouais. Je suis frappée à quel point en fait les médias et Internet fracturent la communauté nationale là-dessus. Enfin, en fait, chacun, beaucoup plus même qu'à une vingtaine ou une trentaine d'années, chacun finalement va être informé par ses réseaux sociaux, par ses médias. Il va avoir une vision en fait du conflit diamétralement opposée et hermétique à toute empathie en fait. C'est-à-dire que chacun a choisi son camp. Il n'a pas, la raison n'a plus aucun rôle, l'argumentation n'a plus aucun rôle. C'est juste des affinités identitaires ou religieuses qui parlent, dans un sens comme dans l'autre. Et en fait, c'est des points de vue qui sont strictement hermétiques l'un à l'autre. Et c'est ça me frappe beaucoup dans l'affaire du conflit. Et même, c'est pas du tout amusant, mais c'est peut-être intéressant de comparer à l'Église. Il me semble qu'il y a aussi des espèces de petits clans comme ça, de petites rivalités entre petits clans. Contre la soutane, je dis n'importe quoi, mais ça existe, hein. Pour ou contre le mariage des prêtres, je sais pas moi, des choses comme ça. En fait, c'est que la catégorie de relation est une catégorie très très large. Et être une communauté, bien sûr, c'est être en relation, mais être en relation autour de quoi? Comment on spécifie la relation qui nous unit? Effectivement, si on est en relation qu'avec des gens qui pensent
émotionnellement les mêmes choses, qui ont les mêmes ressentis sur les mêmes sujets. Et en fait, il n'y a pas de vrai lien. La communion, c'est bien plus que ça. Et donc la communion implique l'intégration de la différence, le dialogue des différences, des différentes opinions, et aussi, alors bien sûr, comme disait Eugénie tout à l'heure, il n'y a qu'une seule vérité, et en même temps, on voit bien que c'est compliqué de la formuler, et que c'est un travail perpétuel dans le dialogue, d'arriver à partir aussi. La vérité n'est pas de ce monde, en tout cas. Exactement, c'est que si c'est une personne... Comment ça? Non, mais c'est-à-dire que moi, je pense que quand on est catholique, je pense que on croit qu'il y a une vérité, une vérité sur l'homme, une nature humaine, mais qu'en tout cas, que personne ne la détient entièrement, parce que il faudrait justement, elle est transcendante. Et quand je dis qu'elle n'est pas de ce monde, c'est-à-dire qu'elle nous éclaire, mais personne sur Terre ne peut la posséder entièrement. On lui court après, exactement. On lui court après, et je pense que l'erreur aujourd'hui, c'est de penser que justement, il y aurait un camp, un clan, une classe sociale qui aurait entièrement qui détiendrait la vérité avec un grand V, et qui écraserait les autres. Je pense que dans la cité des hommes, en tout cas, on est en perpétuel tâtonnement pour atteindre cette vérité, et que c'est pour ça que le débat et la conversation, j'aimais beaucoup le philosophe Roger Scruton, un intellectuel britannique qui est mort il y a 3 ans, et qui disait la civilisation est une conversation. Il disait c'est finalement ce beau mot de conversation d'ailleurs, qui est en échangeant, en fait, c'est pas la liberté d'expression pour la liberté d'expression, c'est pas parce que ça fait plaisir de débattre, c'est que le débat, la conversation permet d'affiner ses positions, de tâtonner vers la vérité, d'échanger, et c'est par ce dialogue-là, qui était celui de la disputatio exactement au Moyen-Âge, que l'on atteint progressivement la vérité en confrontant nos objections, en essayant de tâtonner. Et c'est ça qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on tisse le lien social. C'est dans cette conversation, dans cette narrativité partagée, où on tisse en même temps qu'on parle nos histoires. Alors que là, nous sommes très seuls aujourd'hui, c'est ça. Évidemment, Chacun dans son petit clan, peut-être, mais en tout cas, oui, d'ailleurs. Je pense à un slogan qui apparaît souvent sur les panneaux d'affichage, France Info, la faux, la vraie. C'est vrai. Quelle violence. C'est choquant. C'est ça veut dire tous les autres disent faux, ça veut dire quoi? Nous avons la seule bonne méthode, nous sommes la référence absolue. Vous disiez qu'on ne tient pas la vérité. Nous, l'élite de la vérité, quoi. C'est un peu ça, finalement, Radio Notre-Dame, apparemment, c'est l'info, la fausse. Enfin, vous voyez, c'est assez violent comme slogan. Effectivement, c'est vrai que c'est intéressant, parce que vous la décryptez à travers l'histoire. Alors, je vous disais, effectivement, que j'avais été marquée par la comparaison, l'analogie avec Orwell et son 1984. Et effectivement... c'était le communisme qui était décrit dans ce livre, et en fait c'est le wokisme que l'on peut retrouver. Ça prophétisait, vous dites-vous, le wokisme. Non, je l'emploie, la référence à Orwell, je crois, dans une chronique que je consacre à la question de l'homme enceint, parce que c'est vrai que ça me fait penser, effectivement, dire il y a des hommes enceints. C'est un peu comme ce que prophétisait Orwell à la fin de 1984, c'est-à-dire 2 plus 2 égale 5. Et il y a une espèce de... Le mensonge est devenu une vérité, enfin, une espèce d'institutionnalisation du mensonge. Et je pense aussi à Chesterton, qui disait cette phrase que j'aime beaucoup. Il disait un jour, il faudra sortir l'épée pour défendre le fait que les feuilles sont vertes en été et que l'eau mouille et le feu brûle. Et c'est un peu là où on en est, parce qu'on a, par exemple, le fait de défendre l'idée qu'il y aurait 2 sexes, qui est une vérité biologique indéniable, pour le coup, une vérité. Il y a des faits quand même. Les faits, on peut débattre ensuite sur leur interprétation, mais il y a des faits quand même. Et la division de l'humanité en 2 sexes est un fait indéniable. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce fait même est remis en doute, remis en question, au nom justement de ces ressentis, au nom de cette espèce de culture de l'émotion, et qui a des conséquences très graves, parce qu'effectivement, on ment à une partie de la jeunesse en faisant croire que on peut changer de sexe comme on change de chemise, que l'on peut qu'on plonge cette jeunesse dans des changements irréversibles et parfois très très graves. Je pense aux jeunes filles aux États-Unis qui subissent des opérations chirurgicales absolument ignobles, et on leur fait croire qu'elles pourront aller mieux, que ça va réparer leur souffrance, réparer leurs émotions, alors que tout ça est un vaste mensonge. Et bon, heureusement, je pense que sur ce sujet, c'est en train d'évoluer, et qu'il y a maintenant une libération de la parole, et qu'on est en train de se rendre compte à quel point c'est une aberration totale, et à quel point le mouvement transactiviste a érigé justement des mensonges en vérité. Donc on est en train de revenir, parce que je pense qu'il y a une force quand même, la vérité, les faits finissent toujours par triompher.
on peut pas taire le réel Trop impunément. longtemps. Ouais, alors effectivement, transition parfaite. Merci Eugénie Bassier, parce que quand même, les auditeurs vont envoyer du courrier, ça, c'est sûr, voire des mails, pardon. Nous sommes un peu des dinosaures quand même à ce point-là, Radio Notre-Dame. Il y a encore des lettres qui s'envoient, heureusement, mais que je reçois. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer du courrier, parce que j'aime beaucoup avoir des lettres écrites à la plume doigt. Bref, c'est vrai que on a envie d'entendre si, oui ou non, l'un et l'autre, vous allez nous répondre. Prophète de malheur, j'espère que vous ne l'êtes pas complètement l'un comme l'autre, ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Est-ce qu'il y a une façon, d'abord, vous le disiez peut-être un peu en début d'émission, de parler à nos enfants, de leur apprendre, d'apprendre à nos proches, de réapprendre nous-mêmes, quel rapport avons-nous peut-être à la surenchère d'émotions qui gouvernerait nos choix de vie, qui gouvernerait nos départs précipités du travail. En fait, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que dans tous les domaines, même dans le niveau, dans le domaine amoureux, dans la vie de couple, dans la vie conjugale, dans la vie familiale, dans la vie amicale, dans la vie du travail, tous les thèmes d'enquête de sens, finalement, sont traversés par ces questions d'émotion. Père Bienvenu, aïe aïe aïe, on n'a pas beaucoup de temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Je redis un peu ce que j'ai dit. Le comment, pour moi, se passe à travers l'acceptation d'une temporalité qui soit plus longue, le temps d'une conversation avec les autres, évidemment, mais aussi d'une conversation avec soi-même, et qui peut être accompagnée par quelqu'un à l'extérieur. Je vois comment, et c'est quand même On sent qu'on est dans une société vraiment malade quand on vous entend. Oui, oui, mais en réalité, c'est ce qui devrait être fait. Enfin, c'est le propre de chacun. Et je vois, moi, les gens en assez peu de temps, parce qu'on n'est quand même pas tous des grands blessés de la vie, des gens qui sont tyrannisés par leurs émotions, mais qui n'ont pas trop souffert. En réalité, la conversation, l'accompagnement permet à chacun de s'autonomiser. Et donc, en réalité, c'est possible. Il faut le faire. La question, c'est celle du temps long. Et puis, je pense on a quand même un truc qui est beau et qui est vrai et qui est essentiel et qui est souvent trop occulté, c'est la question du péché originel. C'est-à-dire savoir que y a des complexités en moi, qu'il y a de la désarticulation entre mes facultés et que tout n'est pas la faute des grands méchants à l'extérieur, mais qu'en réalité, objectivement, factuellement, je suis désarticulé et le fait d'en parler, le fait de me confesser, le fait de discuter me permet progressivement de construire un être meilleur. Et c'est ça qui est beau. Et c'est aussi, ça a été longtemps la piste qui a été suivie quand même en France par rapport au traitement des pathologies psychiatriques. C'était beaucoup aussi la thérapie par la parole. Et pas d'abord par le médicament, pas d'abord par la solution technique. Je crois qu'on a en France, avec notre passé littéraire, avec notre habitude du verbe, tous les outils qui ne sont pas enfouis si loin que ça pour revenir à cette conversation, parce qu'on n'est pas une nation de techniciens en premier, même si aujourd'hui la technique prime, parce qu'en réalité, les émotions détrônent la raison parce que la société est devenue entièrement technique. Quand on parlait des questions de transition, c'est parce qu'on veut résoudre un problème par une intervention. Oui, j'aimerais que vous reveniez là-dessus, Eugénie. C'est vrai que c'est intéressant peut-être de s'arrêter un tout petit peu là-dessus. À quel point, pourquoi à ce point-là, la technique suscite tellement la maladie du trop-plein d'émotions, quoi, en fait. Non, mais je crois que c'est très important ce que le père a dit sur le péché originel, et je pense que c'est... selon moi, c'est la grande différence d'ailleurs entre la droite et la gauche, au vrai sens qu'est ce clivage, c'est-à-dire la droite croit au péché originel et la gauche croit au paradis sur terre, enfin la possibilité de tout réparer dans l'homme. Et je crois que il y a, enfin c'est pour ça d'ailleurs que je me définis comme moi de droite et conservatrice, c'est que je pense qu'effectivement il y a une nature blessée dans l'homme, et je suis d'accord avec Baudelaire avec son idée de la double postulation, le mal et le bien traversent le cœur de l'homme, contrairement à Jean-Jacques Rousseau qui disait l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le déprave. Et je crois que ça c'est très fort dans le wokisme, c'est-à-dire l'idée que finalement il y aurait une nature humaine généreuse, bonne, et que la société, le patriarcat, le capitalisme, ces grands mots qu'en fait la société... la domination, etc., qui écraserait les individus et qu'il faudrait les libérer en déconstruisant cette société, en démontant finalement le social pour libérer l'individu et son émancipation individuelle. Je crois l'inverse. Moi, je crois que l'individu est blessé, est imparfait. Il y a une nature imparfaite de l'homme qui est traversée par des pulsions, qui est traversée par une animalité, qui est traversée par une aspiration à l'élévation, au bien, mais aussi au mal, et que tout le travail de la société, de la cité, l'homme est un animal politique, disait Aristote, c'est de construire des garde-fous en fait à cette nature humaine, et c'est pour ça qu'on a inventé des institutions, c'est pour ça qu'on a inventé le mariage par exemple, qu'on a inventé toute une
un tas d'institutions et qu'au contraire, ces institutions sont bonnes. Et c'est ça, je pense, la grande différence. Et la mise à distance, voilà, pour moi, c'est le cœur du sujet, il est là, c'est de dire, avoir un rapport modeste, en fait, à l'homme et à la politique. C'est-à-dire que oui, nous sommes des êtres imparfaits et nous essayons de... Et un rapport de responsabilité aussi. C'est-à-dire que si tu vas mal, ce n'est pas de la faute de la société. Ce n'est pas de la faute de la discrimination, ce n'est pas de la faute d'une société qui serait homophobe, transphobe ou je ne sais quoi. C'est aussi... ta souffrance... non pas tu n'en es pas responsable, mais il faut aussi puiser à l'intérieur de toi, quoi. Et le ciel t'aidera. Enfin, non, mais il y a une espèce de, je trouve aujourd'hui, une victimisation à outrance, c'est vrai, de dire voilà, tout est de la faute de la société. C'est la société qui est méchante avec nous. C'est l'ensemble des autres qui nous font souffrir. On n'interroge pas les causes individuelles de la souffrance et peut-être on ne responsabilise pas assez les individus. Ouais. Moi, je voudrais faire Oui, je suis d'accord avec Eugénie, évidemment. Et la question est... Enfin, moi, je fais le pari souvent, et c'est un pari qui gagne quasiment à chaque fois, que le Pékin, la personne que je rencontre, qui n'est pas un système rhétorique uniquement, mais en fait, quand on en discute avec lui, quand on ouvre les choses, en fait, au fond, il le sait. Et en fait, il y a quelque chose aussi d'aller chercher chez les gens ce bon sens qui n'est pas si loin que ça, qui est juste empêché par une culpabilité auto-engendrée par la partie de la société qui croit que, justement, c'est que la société qui abîme. Il y a quelque chose à aller chercher qui n'est pas si loin que ça, les gens savent. Parce qu'on parle du bon sens qui part au galop, qui s'en va, qui s'échappe depuis quelque temps, et de plus en plus, malheureusement, le bon sens disparaît, à tel point que les gens maintenant... Par exemple, alors je vous parle de ce que je connais, je suis désolée, de ma figure de jeune vieille maman, comme je dis souvent. C'est fou, sur les réseaux, sur les groupes de mamans complètement désemparées, qui posent des questions, mais que même moi, quand même, je vais pas aller... Enfin, je pense que je suis pas aussi désemparée qu'elle par moment, mais c'est surtout que on perd notre confiance en nous à tous les étages, en fait. Mais en fait, oui et non, parce qu'on peut aussi voir... C'est très curieux. Moi, je trouve qu'on peut aussi regarder ces groupes de mamans ou ces groupes, effectivement, qui sont pour le coup dans une dynamique de construction, comme quelque chose où ils veulent recevoir les unes des autres, elles veulent recevoir les unes des autres, quelque chose dont elles ne sont pas sûres. Et finalement, le bon sens est en train de se régénérer à travers ce genre de pratique-là. Grâce à ça, alors. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle dans ces cas-là. Alors, vive le groupe. Tout n'est pas à jeter, évidemment. Bon, écoutez, Eugénie n'a pas l'air tout à fait convaincue, mais ça fait rien, c'est pas grave surtout. Aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible pour Tina Arena, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Reprendre possession de ses émotions et en user à juste titre, si c'est possible. Les émotions ont-elles détrôné la raison? Que nous répondait d'ailleurs Blaise Pascal en son temps, 2 excès, exclure la raison, n'admettre que la raison. C'est intéressant d'ailleurs de voir ce que nos anciens disaient à ce propos. Eugénie Bastier est toujours avec nous, ainsi que le père Jean-Baptiste, bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez, effectivement? Elle avait raison, Blaise? Blaise a toujours raison. Non, mais il avait totalement raison. Et puis surtout, moi, ce qui me frappe, pour reprendre Blaise Pascal, c'est à quel point la confusion des ordres aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est confondu. On n'arrive plus à distinguer ce qui relève de la raison, ce qui relève de l'émotion, ce qui relève de la spiritualité ou ce qui relève du pouvoir politique, ce qui relève de l'intime, ce qui relève du public. Tout est confondu, en fait. Et c'est cette confusion des ordres qui rend très compliqué le débat, le travail politique. Et moi, je suis pour la restauration, justement, des ordres, des frontières, des limites. Et je trouve que c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui. Après, bon... Je pense aussi que voilà, il y a un retour de balancier qui est en train de se faire progressivement. En ce qui concerne le wokisme, par exemple, je pense que c'est un mouvement qui a eu son apogée, qui en gros a eu son apogée entre 2010 et 2021, et qui aujourd'hui est sur la pente du déclin. C'est vrai, ça? Oui, je pense. Et je pense d'ailleurs que ce qui s'est passé à la suite du 7 octobre dans les facs américaines, avec ce déchaînement paroxystique d'émotions, était à la fois une espèce de paroxysme du wokisme, mais en même temps son chant du cygne, parce qu'ils se sont rendus compte, notamment aux États-Unis, que c'était un peu une folie. Et il y a beaucoup de voix maintenant, y compris libérales aux États-Unis, qui commencent à dire que c'est vraiment, on est allé beaucoup trop loin, c'est n'importe quoi, que c'est invivable, et qu'il faut absolument reprendre en main les universités. Et donc je pense que voilà, il y a un certain nombre de signes qui montrent que voilà, toutes les révolutions ont une fin. De toute façon, c'est un mouvement révolutionnaire. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on reconstruit après ça, dans ce champ de ruines un peu idéologique qui est devant nous. Et moi, je crois beaucoup au mouvement balancer l'histoire. On va toujours dans un sens excessif et puis on revient dans un autre sens. Je pense que le déchaînement, justement, de
d'une espèce de victimisation, d'hyper-individualisme va progressivement décroître et qu'il va y avoir des nouvelles formes qui vont... Et on parlait des écrans tout à l'heure, de l'éducation. Je trouve, en éducation, on est en train de faire des grands changements. On voit ce qui se passe avec Gabriel Attal en France, sur un retour de l'autorité à l'école, sur chasser les écrans des écoles. Je pense que effectivement, il y a une génération qui sera sacrifiée, c'est la génération 2000-2020. Mais là, la génération de nos enfants, je pense qu'on a un rapport aux écrans beaucoup plus simple parce qu'il y a une sorte de mise à distance. On a compris que c'était nocif. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça, je trouve. Si vous voulez des signes positifs, je pense que là-dessus, oui, il va y avoir des évolutions. On a compris effectivement que c'était pas bien. Je vois sur les délires autour de l'éducation positive qui mettaient l'enfant au centre, etc. C'est en train aussi. L'enfant Dieu, voilà, l'enfant roi, exactement. Même, hein. Et voilà, le succès de Caroline Goldman en dit long aussi sur c'est vrai. Sur un retour d'une forme d'autorité dans l'éducation. Donc voilà, je pense qu'il y a des signes qui montrent un retour de balancier et qu'il faut s'en réjouir. Ouais. Père Jean-Baptiste Bienvenu, bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Et ce qui est certain, c'est que c'est une sorte d'appel à revenir aussi au contact. Je pense qu'un sens dont on parle assez peu, c'est le toucher. C'est-à-dire ce qui est autour de moi, ce qui me concerne, ce qui m'impacte. Ça m'impressionne de voir des jeunes arriver et dire qu'ils sont complètement brisés intérieurement par ce qui s'est passé le 7 octobre et toute la suite dans la région palestinienne. En réalité, ça concerne, oui, et c'est un lieu de sujet, de réflexion, d'idées, mais ça ne les concerne pas dans leur vie de tous les jours. C'est étonnant ce terme. C'est la question du toucher. Et en fait, je pense qu'il y a une forme de frustration qui est liée au fait qu'on est surconcerné effectivement par des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, qui est aussi la matrice de ces émotions qui débordent. Revenir à ce qui est en mon pouvoir, ce qui concerne ma vie avec les autres, le social, mais au sens de ceux qui m'entourent. Mon monde, quoi. Oui, exactement. C'est certainement une piste aussi, une piste pour guérir. Parce que le fait divers, vous en conviendrez tous les deux, il y en a toujours eu, des faits divers. Des faits divers atroces ou des guerres dont on entend parler. Là, c'est peut-être le fait que l'image soit omniprésente. Est-ce que c'est ça, Eugénie Bastier, selon vous, qui fait qu'on se sent effectivement des guerres, il y en a toujours eu, oui, mais je pense quand même justement que la dictature des ressentis, le wokisme, était aussi des croyances de luxe pourtant calmes. C'est-à-dire le fait que c'est une génération, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a connu aucune souffrance, qui a été éduquée dans une forme de bulle, et qui a pu développer ces espèces qu'on appelle en sociologie les croyances de luxe, quoi. C'est-à-dire des croyances qui coûtent pas très cher à réaliser, qui sont un peu un luxe pour enfants gâtés, en fait. Le wokisme est une idéologie pour enfants gâtés. Or, comme nous vivons dans un monde où il y a un retour du tragique dans les sociétés occidentales, que ce soit à travers le retour du terrorisme, de la guerre, mais aussi par une forme d'appauvrissement généralisé, c'est-à-dire que nous sommes ma génération vivra moins bien que les générations précédentes. Et donc, je pense bien, vous voulez dire moins bien quel sens à la fois économiquement, culturellement, en termes de sécurité. Effectivement, la parenthèse, la génération à laquelle j'appartiens vivra moins bien que la génération des boomers, en gros. Mais c'était pour être sûr, être d'accord. Mais et donc, je pense que le retour du tragique va rendre très vite superflu toutes ces croyances. Pour le dire autrement, quand il n'y aura plus de pétrole, je pense que s'appeler le fait de mégenrer quelqu'un ou de l'appeler Yel deviendra secondaire. On est d'accord. En gros. C'est ça que vous voulez dire, en fait. Oui, bien mieux. Alors là, pour le coup, on retourne à l'essentiel, quoi. Et la plupart des personnes n'ont jamais vraiment vécu d'émotion. C'est-à-dire, ça me faisait penser ce que vous racontiez. On était sur une aire d'autoroute avec un groupe de jeunes. Et à un moment, une voiture passe très vite et fait peur à des gens qui étaient en fait sur la route. Sur une voie de circulation et ils réagissent en fonction du droit en disant mais en fait quand même il n'a pas le droit de faire ça, et en fait je dis juste mais en fait le monde c'est que bah oui sur une route les voitures roulent vite et que t'as pas à être là, et donc si t'as eu peur, bienvenue dans le monde réel. C'est-à-dire que les vraies émotions, c'est aussi les émotions du tragique, c'est aussi les émotions d'un monde qui est dur, qui est agressif, qui est dangereux, qu'on n'a pas connu. Et donc les jeunes aujourd'hui, ou les plus jeunes, en fait, ils éprouvent parfois pour la première fois des émotions, des vraies émotions, des émotions qui parlent d'un vrai contexte, d'un vrai danger. Et ça, c'est très intéressant. D'où peut-être l'intérêt de les emmener, par exemple, dans la nature. Certains parlent, vous voyez, ce matin, dans 20 minutes que je lisais, effectivement, il y a des écoles en France qui naissent où il y a une fois par semaine, toute la journée, des cours
dehors dans la forêt pour éprouver déjà la vérité Ou l'intérêt du scoutisme, bêtement, c'est-à-dire d'être au contact. L'école de vie. Moi, je pense que c'est pas le rôle de l'école, mais. Non, enfin, peu importe. Mais... non, mais justement, je pense que l'école devrait. D'ailleurs, vous en parlez de l'école, hein. Attention, oui, effectivement. Oui, non, mais je pense que l'école devrait se concentrer sur la transmission du savoir et pas justement se faire le substitut des autres failles dans la société. C'est-à-dire que l'école n'est pas là pour éduquer les individus, elle est là pour les instruire. Et ce serait déjà bien si elle remplissait cette mission. C'est-à-dire, ce serait déjà bien que les élèves sachent lire, écrire et compter. Ouais. Je sais que c'est un peu basique ce que je dis, mais au collège. Après, si... Le souci de quoi l'école, là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, quand Gabriel Attal, et Dieu sait que je salue ses réformes, dit l'école est faite pour faire des bons républicains. Non, je suis désolée, l'école n'est pas faite pour fabriquer des républicains. L'école est faite d'abord pour instruire et pour fabriquer des gens qui savent lire, écrire et compter. Et en fait, c'est vrai que s'ils savent lire, écrire et compter, ils auront plus de chances d'être des bons républicains. Parce qu'ils auront un accès à la connaissance et au savoir. C'est comme les cours d'empathie. Moi, je me méfie beaucoup de ces cours d'empathie parce que c'est 1 heure par semaine qui va être prise sur autre chose. Et pareil, j'ai commencé à voir ce qu'ils allaient mettre dans ce cours d'empathie. C'est beaucoup de apprendre. Alors, ils disent apprendre à maîtriser ses émotions, à les formaliser, mais c'est toujours sur le jeu, en fait. On cultive l'individualisme des jeunes, c'est-à-dire regarde-toi, regarde tes émotions, analyse-toi. Apprends par toi-même, ce n'est comme ça. Et je pense que l'école, elle est d'abord faite pour décentrer justement de ce moi, de cet ego, d'essayer d'accéder à autre chose que soi-même, justement. Puis le genre, et tout ce qui est autour du genre. Bien sûr, et moi je me méfie aussi parce que les cours d'empathie peuvent être aussi le cheval de Troie de tous les délires inclusifs et diversitaires. Et donc voilà, je pense que encore une fois, pour juguler cette dictature des ressentis, cette espèce de culte des émotions, il n'y a rien de tel que l'accès au savoir et à la connaissance. Et je crois qu'il faut refaire justement de l'école, de l'université, de tous ces lieux qui étaient consacrés à la recherche de la vérité et à la recherche du savoir, qu'ils ne soient consacrés qu'à ça. Qu'il n'y ait pas de politique, qu'il n'y ait pas de militantisme. L'école n'est pas le lieu où l'on résorbe les inégalités, il est le lieu où l'on instruit. Et si par conséquence, ça réduira les inégalités. Mais c'est d'abord le lieu où on apprend à s'instruire. Et puis l'école ne peut pas tout. Il y a aussi les familles qui ont une part de responsabilité. L'État ne peut pas se substituer à l'éducation des parents. Et donc, je pense qu'il faut encore une fois être plus modeste dans nos ambitions, mais au moins les réaliser. C'est intéressant. Père Bienvenu, vous aviez peut-être une réaction, parce que j'ai une question pour vous sinon. Allez-y. Dans l'Église, aujourd'hui, vous qui côtoyez des jeunes et des moins jeunes, comment se manifeste le règne de l'émotionnel? Alors, mis à part la fleuriste, etc., comment ça se manifeste au niveau de la pratique de la foi? Comment ça se manifeste? Est-ce que on a, au 19e, trop souffert justement d'un excès de puritanisme et de rationalisme, pardon, et que maintenant, ou alors est-ce que effectivement ça rentre dans ce que dit Eugénie Bastier également parmi vos fidèles, enfin les pratiquants? C'est sûr qu'il y a une forte attente de ce qu'on appelle le témoignage, d'expérience de vie, mais la différence, je crois qu'on n'est pas à l'école de la République, et donc qu'est-ce que c'est l'Église sinon l'endroit où on cherche Dieu? Et c'est Dieu qui a voulu entrer en relation. Il n'a pas balancé un traité avec des idées sur lui. Il est entré dans l'histoire, il est allé à la rencontre de personnes, il s'est révélé progressivement. Cette révélation, bien sûr qu'elle a besoin et qu'il faut qu'on transmette la conceptualité qui va avec, et l'histoire des dogmes, et l'histoire de la foi. Mais en réalité, il y a toujours cette dimension relationnelle qui est première. Et on voit bien que ce qui devient le moteur d'une recherche intellectuelle chez les jeunes qu'on accompagne, c'est aussi le fait qu'ils entrent dans une dynamique qui est existentielle. C'est-à-dire, je suis chercheur de Dieu. C'est-à-dire que c'est mon driver dans ma vie. Je le recherche, et pas juste avec mon intelligence, avec mon cœur, dans mon regard sur la société. Enfin, je suis à l'écoute, je me décale, je me décentre. C'est un décentrement lié à une relation. Alors on dit « j'ai rencontré Dieu », ça ne veut rien dire. Dans les témoignages, il y a une certaine rhétorique qui aurait besoin d'être un peu aussi critiquée. Mais c'est-à-dire, oui, on est très dans l'émotionnel. On est quand même on ne peut pas y échapper, hein, c'est sûr. Mais donc, c'est sûr, en même temps, on ne peut pas juste dire aux gens arrêtez d'avoir des émotions, puisqu'on en est là, il faut prendre les gens où ils sont et puis accompagner plus loin. Mais la force, c'est justement dans cette définition de la foi comme la recherche du Dieu qui a voulu être en relation avec les hommes. Donc cette dynamique d'émotion, elle peut être intégrée et elle peut être dépassée.
Et dépassé notamment par la connaissance, l'augmentation du savoir, puisqu'on parle beaucoup d'ignorance chez les pratiquants, de plus en plus. L'augmentation du savoir, et puis Ignorance aussi le de plus fait en plus que, crasse, j'allais dire, l'ignorance. comme mais on bon, disait tout à l'heure sur la théologique. vérité, on court toujours après, mais en fait Dieu c'est pareil. Plus on avance vers Dieu, plus il s'efface, plus il se met dans l'ordre de ce qui n'est pas Il ne faut pas sensible, trop s'inquiéter, puisque quoi. Dieu est esprit et non pas émotion. Et donc Dieu, au fur et à mesure qu'on le cherche, pour qu'il tisse la relation avec nous, en s'éloignant, en étant vraiment qui il est, c'est-à-dire esprit. Et donc c'est tout ce qui, dans l'histoire de la spiritualité, s'appelle la nuit des sens, la nuit de l'intelligence, qui nous emmène au-delà de l'émotion. Ouais. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de relation, c'est-à-dire que la relation, au contraire, s'approfondit, s'élargit, se rend plus dense. Alors ça, c'est quand on croit, et quand on ne croit pas, ce monde, en gros, dernière question, Gianni Bastier, va-t-il devenir fou? Qu'est-ce que ça va donner, cette dictature des ressentis, dans quelques temps? Vous qui n'êtes pas devin, je le sais, mais quand même. Avez-vous une petite idée? Avez-vous une petite idée? Non, mais ce que je disais tout à l'heure, je pense que bon, il y aura un retour de balancier qui fait que ces mouvements aussi s'épuisent dans une forme de radicalité, dans une forme de contradiction aussi interne, parce que c'est des mouvements extrêmement incohérents. Et il y a un retour du tragique, donc je pense et de la réalité en fait qui va nous forcer en fait à retrouver le sens commun. Vous pensez ça, Oui, sincèrement? donc je l'espère. Après, moi, ce qui m'inquiète, je pense que ce mouvement, notamment le wokisme, est en train de se replier sur les universités, sur les domaines de savoir, et c'est là qu'il y a un vrai travail à faire, parce que c'est quand même le cœur battant de la société de demain, l'endroit où l'on enseigne, l'endroit où l'on transmet. Il faut retrouver et c'est pour ça que je parlais de l'école aussi, c'est retrouver. Il faut vraiment que les endroits où la transmission se fait soient reconquis, en tout cas, par ce goût de la vérité. Plutôt que par cette dictature des ressentis. Et c'est tout le travail de l'éducation en fait est primordial, et retrouver dans ces lieux de transmission du savoir cette espèce de recherche de la vérité qui est, à mon avis, primordiale, parce que il y a des lieux qui sont consacrés à réduire les inégalités, à chercher la justice sociale, à être dans des combats politiques, mais ce n'est pas le rôle des universités, ce n'est pas le rôle de l'école. Le rôle de l'école et de l'université, c'est de transmettre des savoirs, et que par cette transmission des savoirs, nous rendre plus libres. La vérité nous rendra libres. Je ne sais plus qui a dit ça. Ouais. Ah tiens, c'est vous qui le dites. Et voilà, je crois que c'est ça. Eh bien, le écoutez, message de mon livre, en tout cas. La vérité merci beaucoup, et à lire évidemment, à offrir, à glisser sous le sapin, La dictature des ressentis de Gianni Bastier. Vous inquiétez pas, il y a quand même de la ressource pour justement sauver la liberté de penser chez Plomb. Merci beaucoup, Gianni Bastier. Merci Père Jean-Baptiste, bienvenue. Merci, et le Padre Blog à suivre également, évidemment, régulièrement. Merci à vous, et merci à Guillaume Nougaret ainsi qu'à Jessica Vianini pour avoir préparé et réalisé cette émission. Merci les amis.